Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle chronique du monde d'après. Alors dans le monde d'après, j'ai l'impression que les droits de l'homme n'auront pas le même rôle central, ce rôle qu'elles ont eu depuis, disons, la chute de l'Empire soviétique, de la chute du mur. On nous a bassinés depuis 30 ans avec les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme à rallonge, à l'infini. On était ostracisés à cause de, si on émettait un doute, et là, avec le corona, nada. Nous avons suspendu tous les droits, notamment le droit à la réunion qui est dans toutes les constitutions qui se respectent. Il a été suspendu manu militari. On n'a pas eu droit à des manifestations, ni même à des manifestations sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'est écrasé. Alors que les gens lambda, les gens du commun, du quotidien s'écrasent, d'accord, mais que les grandes ONG des droits de l'homme qui ont un prestige moral énorme ne se manifestent pas, voilà, ça soulève plusieurs questions. Je n'ai pas forcément les réponses à ces questions-là, mais je pense qu'il est extrêmement important de noter, de prendre date, de voir que les libertés ont été abandonnées par ceux qui se sont autoproclamés leurs protecteurs. On nous a dit méfiez-vous des États, ils sont méchants, il faut leur opposer les ONG des droits de l'homme, la société civile. Vous vous rappelez de cette phrase, cette expression, la société civile, toujours connectée positivement. Eh bien, ONG, société civile sont tues devant la suspension de nos libertés. C'est valable du Maroc jusqu'en France, en passant par l'Espagne, l'Italie. C'est un phénomène universel. Ce silence des organisations des droits de l'homme. Je ne dis pas qu'il fallait appeler à la désobéissance civile, loin de là. Vous me connaissez, je suis un régalien, j'adore obéir à l'autorité de l'État. Mais au moins, un peu de prise de recul, de dire attention, il faut mettre des délais, il faut dire quand, pourquoi. On nous a habitués à bloquer un pays pour libérer des terroristes, pour libérer des multirécidivistes. C'est ce que faisaient les droits de l'homme depuis 30 ans. Ils embêtaient l'État, pour ne pas dire autre chose, pour libérer des méchants. Ils ont installé le laxisme pénal en France, qui n'est rien d'autre qu'un suicide de la nation française, parce qu'on est en train de relâcher tous les multirécidivistes, tous les méchants, tous ceux qu'il aurait fallu enfermer. Tout ça pour faire plaisir aux droits de l'homme. Et là, alors que nous avons enfermé les gens bien, nous avons enfermé les gens qui n'ont pas de casier judiciaire, mais les droits de l'homme n'ont pas daigné se manifester. Pourquoi ils n'ont pas daigné se manifester? Encore une fois, je dis c'est un mystère. Peut-être qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur du corona. Ils ont eu peur de mourir. Alors qu'ils n'ont pas eu peur de relâcher des terroristes, des fichiers S et des multirécidivistes. C'est bizarre comme concept, hein, c'est bizarre comme critère de priorité. Moi, j'avais plus peur d'un terroriste ou d'un multirécidiviste ou d'un violeur en série que du corona, très sincèrement. Je sais pas vous. À la limite, il faudrait avoir peur des deux. Voilà, peut-être qu'ils ont eu peur et qu'ils ont oublié leurs principes, leurs beaux principes, et ils se sont soumis eux aussi au Léviathan. Il y aura des séquelles. Là, pour le coup, il y aura un monde après. Je pense qu'on n'oubliera pas ce silence, pour pas dire cette trahison, de ceux qui sont autoproclamés les amis des droits de l'homme. Alors, c'est vraiment je pense pour le coup, pour le coup, il y a un basculement. Moi, je vous dis souvent que le monde d'après existait déjà depuis le monde d'avant, mais là, pour le coup, il y a un basculement. Je pense que les gens les plus lucides parmi nous ne pardonneront jamais cet abandon. Alors, il y a une tendance lourde derrière tout ça. Il y a une tendance lourde, parce que si on a été abandonné, ça a servi quelqu'un, ça a servi quelques intérêts. Je ne sais pas lesquels encore, mais je commence déjà à avoir quelques pistes. Je les ai eues, j'ai eu une piste là récemment dans un grand hypermarché marocain, je ne citerai pas le nom commercial. Ils sont trop puissants pour que je puisse citer leur nom ici, moi je suis qu'un simple citoyen. Et où j'ai été arrêté à l'entrée avec ma femme par un agent de sécurité privé, muni d'un pistolet thermomètre. Alors, vous voyez le type, il est casqué, on dirait qu'il sort d'un film de Robocop, et qui vous dit stop comme ça, hein, pas ni monsieur ni rien, stop. Il vous met sur votre front là, le pistolet à quelques centimètres, et il a accès à une information qui est ultra privée, c'est votre température, je veux dire. La température est une notion, c'est privé quoi. Et là, lui, il a l'autorité pour vous dire vous rentrez ou pas. Pareil pour votre femme. Donc vous êtes séparé de votre femme parce qu'on vous dit mettez-vous un par un, l'un derrière l'autre. On vous sépare. Et votre femme devient vulnérable. Alors que même si dans un monde ultra féminisé, ultra féministe, même dans un monde 3.0, 4.0, comme vous voulez,
L'homme, dans un couple, est censé protéger sa femme. C'est comme ça, c'est plus fort que les droits de l'homme, c'est plus fort que les féministes, c'est comme ça, c'est dans notre inconscient, notre surmoi. Eh bien, moi, je me suis senti inutile, parce que ma femme était à la merci d'un type armé d'un revolver pour lui, voilà, qui lui mesurait sa température. Et ça m'a rappelé tout d'un coup les aéroports. Les aéroports, il se passe la même chose dans les aéroports, depuis 20 ans, depuis le 11 septembre. Depuis le 11 septembre, les agents de sécurité privés font ce qu'ils veulent dans les aéroports. Bon, évidemment, ils sont... D'abord, je n'ai rien contre eux, mais ils obéissent à des régulations. Mais moi, ce que je dénonce, c'est les régulations. Et ce que je dénonce, c'est la présence, c'est la délégation du pouvoir public de police à des agents privés. Dans les aéroports, c'est ça. Depuis 20 ans, au nom de la lutte contre le terrorisme, à cause du 11 septembre, nous sommes palpés par des gens qui n'ont pas à nous toucher. On n'a pas à être touchés par des agents de sécurité privée. Moi, en tant que citoyen, j'ai cédé ma souveraineté à l'État, donc à la police. Je ne l'ai pas cédé à une société de sécurité privée. Mon contrat social, je ne l'ai pas fait avec une société de transport de fonds, ou de nettoyage, ou de gardiennage. Moi, je l'ai fait avec l'État. Donc l'État n'a pas à m'abandonner, à me mettre entre les mains d'un agent de sécurité privée. Si le terrorisme était réellement combattu, si le terrorisme était vraiment important, bien, ce serait l'État qui le combat dans les aéroports. On n'aurait pas délégué la fouille, quelque chose de très important, à des agents de sécurité privée. Ben, moi, je suis d'accord pour être fouillé par des policiers, parce que le policier, c'est moi. Ce que je vous demande de comprendre avec moi, s'il vous plaît, c'est que le policier, c'est vous. L'État, c'est vous. Le corps de l'État, on parle souvent du corps de l'État, le corps de la fonction publique, le corps de la police, le corps des forestiers, le corps de, je sais pas moi, des ponts et des chaussées, c'est vous. Parce qu'il n'existe que parce que vous lui avez cédé votre souveraineté. Donc c'est vous, c'est votre corps. Donc quand un policier vous palpe, c'est vous-même qui vous palpez. Donc c'est acceptable. Évidemment, il n'a pas le droit d'exagérer. Il n'a pas le droit de vous maltraiter, ça c'est autre chose. Mais quand un policier même vous maltraite, vous avez des recours. Vous avez une police de la police, vous avez une justice. Là, quel recours vous avez face à un agent de la sécurité privée? Quel recours? Et dans les aéroports, ce monde d'après existe depuis 20 ans, depuis 2001. Depuis 2001, nous acceptons d'enlever nos chaussures, d'obéir à des ordres qui viennent d'agents privés. Des ordres absurdes, parce qu'une fois on vous demande de les enlever, une fois vous ne les enlevez pas, on vous demande de vous passer à poil sous des portiques, enfin bon, c'est une atteinte immense à votre liberté, sous le silence des droits de l'homme. Je n'avais jamais perçu ça, sous le silence des droits de l'homme, enfin, quand même. Je suis désolé, palper une femme dans ses parties intimes, dans un vol banal, alors que cette femme n'a pas de casier judiciaire, moi je suis désolé, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Ça arrive tous les jours. Je suis désolé, c'est même pas le droit de l'homme, c'est à la dignité. Est-ce qu'un homme est encore un homme quand il a besoin de se balader sans chaussures? Je commence à en douter. Surtout quand il n'a pas de casier judiciaire. Moi, je suis d'accord avec les Américains quand ils font porter des tenues roses, fuchsia ou orange, alors des tenues. Je suis pour le blame and shame de ceux qui ont enfreint la loi, qui ont rompu le contrat social. Ça ne me gêne pas de voir des détenus qui viennent voir le juge ou la société en orange, dans des couleurs qui sont humiliantes. Ça ne me gêne pas. Vous pouvez m'appeler de réactionnaire ou de droite, de quelqu'un de droite, je m'en fous. Ce qui me gêne, c'est qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire traité dans l'indignité. Bientôt, on va nous faire porter des combinaisons oranges pour prendre l'avion. J'ai pris l'avion récemment dans une compagnie italienne, je ne vais pas citer aussi le nom, j'ai vécu une expérience carcérale. Carcérale. Pendant plusieurs heures, vous n'avez aucun droit. L'aviation, dans un sens, est devenue une expérience carcérale. Vous n'avez pas le droit de vous rebeller, enfin rebeller, pas rebeller, je dis juste de le ramener, de faire une réclamation, parce qu'on vous regarde comme ça et on vous dit à l'aéroport, vous avez la police fédérale qui vous attend, ou la police de l'État qui... Voilà, ça dure depuis 20 ans. Avec le corona, maintenant nous avons franchi un pas de plus, là pour le coup c'est le monde d'après, où nous avons délégué un pouvoir hallucinant, abasourdi, un pouvoir disproportionné à des agents de sécurité privée. Je n'ai rien contre eux. Ils sont le peuple et moi aussi je suis le peuple. Ils sont mes frères. Et moi, j'adore, mon plus grand plaisir, un de mes plus grands plaisirs, en plus de respecter la loi, c'est de discuter avec le peuple. Mais pas le peuple qu'on nous met à la télé, le vrai peuple qui travaille, qui se lève tôt, qui ne mendie pas, le peuple qui bosse, qui vit dans le réel. Et le peuple nous apprend beaucoup de choses. Et je suis le peuple. Donc je ne parle pas ça par mépris de classe. Je dis tout simplement, quand je vais dans une surface, dans une grande surface, le contrat entre moi et la grande surface, c'est pas de me faire contrôler par un agent de sécurité privée. Il n'a même pas le droit.
dans un monde réel, dans un monde digne. Si j'étais un homme, si j'étais un homme avec un H, il n'a pas le droit de me parler. Qui est-il pour me parler? Le flic, oui. Le policier, oui. Moi, j'ai pas de contrat social avec la grande surface. J'ai pas de contrat social avec la société de sécurité privée. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas le droit de me dire où aller ou pas aller. Même la fouille, dans un sens, il n'a pas le droit de la faire. Comprenez-moi bien, moi je n'ai rien contre ces gens-là comme des individus. Moi je parle de tout ce système qui réduit mes droits. Mais je m'en fous, moi, des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme, maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Enfin, n'importe quel récidiviste a, lui aussi, a des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont devenus une expression péjorative, depuis que les récidivistes, eux aussi, les réclament. Moi, je vous parle de dignité, de vivre comme un homme, comme une femme. Quand je dis vivre comme un homme, c'est aussi comme une femme. C'est-à-dire avec la tête au ciel. Enfin, la tête, comment on dit là? Pas la tête baissée. Là, vous arrivez, bon, c'est le corona, vous me direz, ça va bientôt passer, j'espère. Vous arrivez, vous êtes déjà masqué, donc on vous a réduit votre humanité. Vous devez baisser la tête pour qu'un type vous-même. Mais c'est pas possible. Et je ne fais pas une vidéo sur le Maroc, je fais une vidéo sur le monde, vous m'avez compris. Je suis en train de vous décrire un fonctionnement qui est mondial. Et là, pour le coup, c'est le monde d'après. Là, pour le coup, c'est le monde d'après. Et je suis réellement attristé par voir les grandes consciences. J'ai dit, je m'en suis pris aux ONG des droits de l'homme, mais toutes les grandes consciences, tous les grands intellectuels, notamment français, une nation d'intellectuels, je suis attristé de voir ce silence de ces grandes personnes qui ont le loisir de réfléchir. Le peuple n'a pas le temps de réfléchir, il veut survivre, il travaille de 5 h du matin à 5 h du soir. Il n'a pas le temps de réfléchir. Mais les gens qui sont payés pour réfléchir, ils doivent réfléchir. On les entend s'exciter sur le Minneapolis, mais attendez, mais il y a d'autres scandales qui vous touchent aussi. Voilà, donc là pour le coup, bienvenue au monde d'après. Il nous revient à nous de réinvestir ce que c'est que la démocratie. Et la démocratie ne peut pas être le régime où l'homme est réduit et infantilisé. Non, l'homme et la femme. Hein. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Redécouvrons ce que c'était la démocratie des Athéniens. Ce sont des hommes libres. On peut être esclave sans avoir un maître qui vous fouette. Hein. Vous pouvez être esclave de tout ce que je viens de vous dire. Et moi, je refuse cette démocratie des esclaves. Parce que ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas digne de nous. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Voilà. Merci beaucoup et n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me rendrait service parce que je pense que cette pensée anticonformiste, ça pour de bon, mérite d'être diffusée. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais tout simplement de me donner le bénéfice du doute et surtout reconnaître que je suis mu par une certaine honnêteté intellectuelle. Et si je me trompe, je ferai mon mea culpa ici devant vous. Au revoir.